Alors moi c'est Edgar Lucilla, je suis cordonnier bottier, je suis natif de Tours et je suis arrivé dans la région d'Angers en 2015. Donc aujourd'hui ça fait on peut dire un peu plus de 10 ans que je fabrique de la chaussure. Si on parle purement de la chaussure, moi je commence en 2015 avec les Compagnons du Devoir. Mais avant ça, sorti du collège, j'ai fait un bac pro industrie graphique, donc tout ce qui est lié au monde du graphisme. Parce que lorsque j'étais plus jeune au collège, moi je voulais être, rien à voir avec la chaussure, je voulais être designer automobile. Bon, la conseillère d'orientation m'a plutôt dirigé vers une voie professionnelle et c'est vrai qu'à l'époque, la voie professionnelle était un petit peu dénigrée. Aujourd'hui, on en fait un peu plus la promotion, donc c'est vraiment top. Voilà, je rentre dans un bac pro industrie graphique, encore une fois, pour apprendre la suite Adobe notamment, et tout ce qui est lié au monde de l'imprimerie. Après ça, je suis parti en fac de sport, je suis parti au Mans, où là j'ai fait 1 an et demi, et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le sport, mais aussi toute la théorie du sport. N'étant pas très scolaire, j'ai vite lâché, et en 2015, c'est la révélation. Les Compagnons du Devoir, je découvre qu'ils forment à la chaussure, alors non pas à la sneakers, mais au métier de cordonnier bottier. Du coup, c'est comme ça que ça a débuté. Après ça, 2017, je fais mon CAP cordonnier bottier. Moi, j'étais en alternance dans la maison Berluti, donc au Rosier-sur-Loire, près d'Angers. Une chouette maison. C'est vraiment là où j'ai développé en fait ce goût du luxe, parce que bon, Berluti, maison de luxe, qui appartient au groupe LVMH. Après ça, je me dis bon, chez Berluti, c'est de la chaussure très traditionnelle, très classique, et moi, c'est la sneakers qui m'attire. Plus jeune, je l'ai pas évoqué, mais j'ai fait du basketball pendant plus de 10 ans. C'est vraiment à partir de là où mon amour pour la chaussure a débuté. Donc je fais le CAP cordonnier bottier, j'obtiens mon CAP. En 2017, on nous propose de faire le concours meilleur apprenti de France. J'ai eu une médaille d'or nationale cadre du concours. Après ça, Berluti me propose de rester. Je suis resté chez Berluti. J'ai fait un BTS en maroquinerie. Je pars sur 2 ans de formation. Tout à l'heure, j'évoquais que j'étais pas très scolaire, mais en fait, j'étais dans mon monde, quoi. Donc ça s'est bien passé. Et à l'issue du BTS, donc ça c'est 2019, je rentre en licence pro création industrielle à Cholet, au lycée de la mode, pour apprendre le stylisme. On arrive sur l'année où tout bascule, entre guillemets, c'est le Covid en 2020. Les Compagnons du Devoir m'appellent et me disent Edgar, on vient de reprendre la formation à Cholet, le CQP stylisme modéliste chaussures. Est-ce que ça t'intéresserait d'être formateur référent? J'ai dit pourquoi pas. Et ça s'est lancé comme ça. Après 4 ans en tant que formateur au sein des Compagnons du Devoir, je me dis bon, il serait peut-être temps de te lancer. Et l'année dernière, c'est le déclic. 30 ans. J'ai 31 ans et à 30 ans, je me dis, bon Edgar, il faut que tu te lances quoi. Je me suis mis à mon compte en juin 2024. Donc en parallèle, j'étais déjà, je travaillais un peu pour les entreprises. Et puis après, je me suis dit, non, il faut vraiment que je me mette à mon compte parce que j'étais beaucoup sollicité. Et donc, je quitte les Compagnons du Devoir. Ici, je fais principalement du développement, de la fabrication de chaussures pour des maisons de luxe. Je développe ma marque en parallèle. Ma marque qui est mon nom, Edgar Lucilla. Je suis spécialisé sur la chaussure traditionnelle, mais aussi sur la basket, de la sneakers faite main. Après, j'interviens notamment sur des collaborations récemment avec Kumu Studio par exemple, où l'idée c'est de faire un prototype, un produit fini, et puis derrière faire en sorte que ça soit industrialisé. En réalité, le monde du luxe, ça me parlait pas. Quand je suis arrivé au Rosier-sur-Loire, chez Berluti, en fait, je vois sur la cartographie des entreprises de la chaussure Anthony Delos-Bottier. C'est là où j'ai été formé. Donc Anthony Delos-Bottier a été racheté par Berluti en 2012. J'arrive là-bas et donc 2015, ça appartient à Berluti. Et je connaissais pas cette marque. Moi, on me parlait de Weston, Louboutin, mais c'est tout. C'est le seul luxe qui me parlait. Et donc, j'ai appris aussi au fur et à mesure de mon parcours à découvrir l'univers du luxe. Mais au départ, non, c'était vraiment la sneakers. Ce qui me motive déjà, c'est la passion. Je suis pas arrivé, alors je dirais pas par hasard, mais c'est vraiment la passion en fait. Quand je me lève, je viens à l'atelier, je me dis pas non, vivement la fin de la semaine, non, même le week-end, là, je suis là, je bosse. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que vu que c'est du sur-mesure, un client, une paire de chaussures. On fait un travail à 4 mains, on va faire une collaboration avec le client et pas se dire ok, je vais faire une paire de chaussures qui doit contenter un maximum de personnes, que ce soit en termes de style ou en termes de confort. Là, c'est confortable parce que c'est du sur-mesure, mais en plus de ça, c'est le client qui fait cette demande. Donc on peut faire des propositions, coloris matière, texture, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être modifiées. Si on parle purement chaussures classiques, chaussures traditionnelles, c'est la forme en fait qui donne le design de la chaussure. Sur une sneaker, c'est différent. Ça va être les différents empiècements, les matières, les jeux de couleurs qui vont donner le design. Et puis sans oublier la semelle. Alors que encore une fois, sur une chaussure traditionnelle, que ce soit un derby ou un Richelieu, c'est vraiment est-ce que je veux un bout rond, un bout carré. Il y a plein de types de bouts. Et il y a aussi le pied du client, les mesures du client qui vont influencer ça.
Donc les étapes de création pour fabriquer une paire de chaussures, on va démarrer d'abord avec la rencontre du client. Alors il y a déjà une première prise de contact. Le client va nous donner lui ses goûts, ses inspirations, qu'est-ce qu'il souhaite. On va faire en sorte de lui proposer différents modèles, soit à partir d'un catalogue, soit une création encore une fois à 4 mains. Une fois qu'on a validé le design, on va devoir, si c'est du sur-mesure pour de la chaussure classique, on va être contraint par les mesures du client. Si c'est de la basket, on est aussi contraint par les mesures du client, mais il y a l'impact de la semelle. Et la semelle, elle, on peut pas y faire grand chose. Pour le coup, on peut faire des propositions au client. Une fois que le client a validé le design, on va faire un modèle d'essayage. Admettons si c'est une paire de chaussures en crocodile, parce que je travaille le crocodile aussi, je vais pas faire un essayage en crocodile. Une peau de croco, c'est à peu près 1500 €. Donc voilà, je vais partir sur des matières un peu similaires en termes de visuel pour faire le prototype. Et une fois que l'essayage est validé, on passe sur le modèle final. Une vache, on la tue pas pour fabriquer des chaussures. On la tue pour manger sa viande. La peau de l'animal, qui est un déchet issu de l'industrie agroalimentaire, on va le récupérer et puis on va le tanner pour le transformer en cuir. Pour du crocodile, c'est différent. Et là, je comprends les gens qui se disent « Ah oui, mais on tue l'animal pour sa peau ». Et c'est vrai que pour le crocodile, on élève l'animal pour sa peau. Parce que 80% du prix d'un crocodile, c'est sa peau. Et 20% c'est sa viande. Et pour la vache, c'est l'inverse. Je suis sensible à ça. Voilà, c'est pas parce que je fais des chaussures en crocodile que je cautionne le fait que y a des animaux qui sont élevés pour la mode. Maintenant, c'est de se dire on consomme raisonnable. J'achète pas 10 000 pots en me disant je fais du stock. C'est si un client me demande. Et puis après, est-ce qu'on peut pas trouver une alternative? Et avec la gravure laser en ce moment, je suis en train de trouver des solutions pour reproduire, pour imiter le crocodile avec du vrai cuir en reprenant son esthétique. Il y a des marques qui se sont émancipées de ça justement. Si on parle de Chanel, ils ont dit on arrête l'exotique. Louis Vuitton encore utilise le crocodile et c'est vrai que quand on regarde des vidéos de 114 ou PETA qui montrent les élevages, l'élevage c'est pas éthique quoi. Et donc nous en tant que artisans, on se dit est-ce qu'on peut utiliser ces matériaux nobles, luxueux, en bonne conscience? Au niveau des machines que j'utilise, moi, au départ, il y a beaucoup de travail à la main, beaucoup d'outils à la main. Le métier de cordonnier bottier existe depuis pas mal de siècles. Et c'est vrai que les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est des outils qui étaient utilisés autrefois. On est aidé par des machines aujourd'hui, par exemple un banc de cordonnier qui va me permettre de poncer les semelles, gratter de la matière. J'ai aussi un outil qui s'appelle une carte qui va faire le même boulot. Le problème, c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour un débordant de semelle, c'est pareil, je peux travailler avec un tranché. L'outil principal, c'est le tranché, un outil de coupe. Et donc, je peux tout faire à la main, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Pour la couture de la tige, les piqûres, là je vais utiliser des machines à coudre, une machine pilier principalement. C'est une machine qui a un long bras qui permet de faire pivoter la tige et de travailler en toute aisance par rapport à une machine plate. Et puis une presse pour souder les semelles. Souvent dans le métier, c'est un investissement, une presse à souder les semelles. Eh bien on va prendre une chambre à air et on va venir rouler tout autour de la forme et de la chaussure pour plaquer notre semelle. Puisque une fois qu'on a collé, on vient afficher et l'idée c'est que y ait une pression constante sur la semelle pour garantir en fait l'efficacité du collage. Ouais, là par exemple on a la carre quand on prend une forme, donc ça c'est la forme de montage, souvent en anglais on dit là, c'est la base de la chaussure. Si on n'a pas ça, on peut pas fabriquer de chaussures. Quand j'ai commencé, je démontais des baskets quand j'étais plus jeune et je me dis ok, j'ai la semelle, j'ai repris les empiècements, je me souviens j'ai découpé des nappes, la nappe de ma mère pour reprendre les empiècements. Ok, je les ai cousus à la main parce que maman fait de la couture et du coup qu'est-ce que je fais après? Si j'ai pas ça, il se passe rien. Au niveau de la forme, forme de montage, et souvent on le compare à un moule, sauf qu'un moule c'est creux et là une forme c'est un volume quoi. Si on regarde une forme, on va avoir l'emplacement du coup de pied. On a la carre, ça c'est très important. Lorsqu'on fait du montage, avant de coudre la trépointe ou avant de poser la semelle, il faut que la carre elle soit le plus plat possible. Voilà, donc ça c'est très important la carre. On a l'emboîtage, après les hauteurs de quartier. Il faut savoir que la malléole externe et la malléole interne elles ne sont pas à la même hauteur. Il y a généralement 5 mm, on dit 5 mm de différence, ce qui fait que il va y avoir cette importance lorsqu'on va construire la chaussure. Eh bien on doit respecter les hauteurs des malléoles. On regarde, là c'était dans le cadre de la collaboration avec Kumo Studio. On a la tige, le upper en anglais. Parfois on a une languette, parfois on n'en a pas. Un lassage, parfois c'est des scratchs. Voilà. On va avoir à l'intérieur de cette chaussure, là vous voyez elle est très souple. Mais qu'est-ce qui garantit la rigidité et la tenue de la chaussure? Le contrefort, donc les éléments de renfort, le contrefort et le bout dur qui vont venir à l'avant. Au niveau de la chaussure, il y a deux milieux. Il y a l'industrie et il y a l'artisanat. Et si on regarde dans l'artisanat, il va y avoir une déclinaison, il va y avoir 3 branches de la chaussure. Cordonnier bottier,
fabrication de chaussures, cordonnier réparateur, celui qui va réparer la chaussure, et puis le podorthésiste ou la podorthésiste. C'est vrai que c'est un métier aujourd'hui, alors même si on va penser que c'est un métier masculin, eh bien il y a autant de femmes que d'hommes dans le métier de la fabrication de chaussures parce qu'on se dit c'est un métier qui est physique, et en fait c'est pas une histoire de force, c'est pas une question de force, c'est de la technique, des gestes métiers, savoir-faire, donc ça s'apprend. Que je sois un homme ou une femme, je peux pratiquer ce métier sans souci. La podorthésie, c'est tout ce qui va concerner les chaussures des personnes qui ne peuvent pas se chausser dans un magasin habituel. Donc moi, je source mes matières principalement en France, en Europe. Après, les matériaux techniques, c'est là on va parler marché asiatique, mais j'essaye vraiment de me restreindre à l'Europe. Je suis indépendant et ça m'est arrivé d'accueillir des stagiaires à l'atelier. Tout récemment, là, j'ai eu une stagiaire qui est venue dans le cadre de ses études faire un stage d'1 mois, découvrir aussi cet univers de la chaussure sur mesure, parce qu'encore une fois, il y a le monde de l'industrie, il y a le monde de l'artisanat. Je pourrais dessiner plus. Comme, encore une fois, l'activité de sous-traitance, elle bat son plein. Et bien pour le coup, j'ai pas le temps, entre guillemets, de faire des créations. J'ai des idées qui ne voient pas forcément le jour, mais je fais des échantillons en lien avec le graphisme. En parallèle, j'ai une double activité qui est la gravure laser, l'ennoblissement de matière. Et donc, parfois ça va être une semelle, parfois ça va être une texture sur du cuir. Et donc, je vais tester, mettre ça de côté et ça reviendra. Pour le sur-mesure, faut parler franchement, c'est le marché asiatique, Moyen-Orient et les États-Unis. En Europe, c'est un petit peu réticent. Il y a l'école italienne, l'école anglaise. En France aussi, il y a pas mal de marques, de maisons qui font de la chaussure traditionnelle, mais pas forcément sur mesure. Après le Covid, encore une fois, il y a eu le retour justement au Made in France. Le marché asiatique est très friand de ce marché français, de la mode française. Après, pour sortir du lot, il faut innover. Il faut innover, et même si on travaille principalement du cuir, que ce soit pour la tige, donc le dessus de la chaussure, ou la semelle, eh bien, il faut trouver des nouveaux matériaux ou des nouvelles techniques pour transformer ce cuir ou l'ennoblir, encore une fois, lui apporter une valeur ajoutée. Et c'est ce que les clients recherchent aussi, c'est de se dire, ok, je veux une chaussure que personne n'a. C'est vrai que si on évoque la tendance, que ce soit printemps-été ou automne-hiver, on est en décalé parce que pour faire une paire de chaussures, il faut compter 250 opérations, ce qui représente une cinquantaine d'heures. Et entre la prise de mesure et la livraison du produit fini, eh ben, il y a à peu près entre 4 et 6 mois qui se passent. Donc le client doit anticiper. Si admettons, je veux une paire pour l'hiver, eh bien il faudra peut-être la commander en courant de l'été. La première paire, moi, c'était la Air Force One. Faut savoir que j'ai les pieds larges et quand je passais à Foot Locker ou courir à l'époque, je les voyais, les Air Force One, les toutes blanches là. Et je me disais toujours, voilà, je veux cette paire. J'ai tout fait pour acheter cette paire. Lorsque je suis parti en fac de sport, à mon premier job étudiant, c'est la première paire que j'ai achetée, quoi. J'ai fait du basket pendant plus de 10 ans. Alors mes parents, ils aiment pas trop quand je raconte cette histoire, mais on était 5 enfants et ils avaient pas forcément les moyens de nous acheter des Jordan ou des Nike, des Adidas, voilà, des chaussures de marque. À l'époque, c'était les Keepsta. Et donc je jouais avec des Keepsta et je disais toujours à mon père, mais tu vois, je joue mal parce que j'ai des Keepsta au pied. Achète-moi une paire de Jordan, achète-moi une paire de Nike et puis tu verras que ça changera. Bon, ça n'a rien changé. J'ai eu une paire de Nike à un moment donné, ça n'a rien changé. Ma mère aussi m'a acheté une paire de Nike et c'était purement style en fait. J'ai eu la chance aussi lorsque je suis arrivé chez les Compagnons du Devoir. C'est un milieu qui est très traditionnel, c'est l'artisanat. Aujourd'hui, ça se développe aussi sur l'innovation. Moi, il y a 10 ans en fait, lorsque j'évoquais la basket chez les Compagnons du Devoir, on me riait un petit peu au nez. On me disait, oui, mais bon, ici c'est du traditionnel, couture très pointe et voilà quoi. Et maintenant, il y a des stages qui se font chez les Compagnons du Devoir en partenariat avec Decathlon et donc il y a eu une avancée en fait là-dessus. L'Air Force One Triple White, encore une fois, c'est la première paire qui m'a marqué et qui restera. C'est le modèle de chez Nike qui a le plus de coloris, le plus de versions. Et dans ma collection, c'est aussi les modèles que j'ai plus, quoi. Avec une grande marque, quoi. Une grande marque multinationale dans le sport. Même si, encore une fois, les chaussures que je fabrique, elles sont pas destinées à la pratique du sport. Si on regarde par exemple The Shoe Surgeon, qui a fait pas mal des collaborations officielles et non officielles, on se rend compte après que le revers de la médaille, c'est je vais me faire attaquer par une grande marque. Moi aujourd'hui, je fais pas de contrefaçon. En 2019, j'ai remporté le prix Avenir Métier d'Art, qui m'a lancé, où j'ai réinterprété une paire de Jordan 4. Je lance cette photo sur Instagram et on me dit pourquoi t'as pas réutilisé la semelle de la Jordan? Et je dis non, moi j'ai réinterprété le modèle. C'est le design de la Jordan 4, pardon. Mais voilà, c'est ma revisite.
Le plus fier, je dirais, c'est celle-ci parce que, encore une fois, c'était la première fois que le métier de cordonnier bottier était représenté à ce concours. C'est dans une première partie au niveau régional et ensuite, ça passe au national. Il faut savoir que par région, ils vont sélectionner un lauréat et parfois non. Là, on était 10 à se présenter à Paris. Et moi, j'arrive avec ma petite boîte de chaussures. Je me dis, bah non, si je suis arrivé là, c'est déjà pas mal, mais je remporte le premier prix et je me dis, bon, ok. Donc, il y a un truc à faire. Quand j'étais formateur, la plus jeune étudiante que j'ai eu, elle avait 19 ans et la plus âgée 52. Donc en fait, à tout âge, on peut se reconvertir pour apprendre la chaussure. Moi, j'avais pas la connaissance des compagnons du devoir lorsque je suis sorti du collège. Même si encore une fois mon premier rêve c'était de devenir designer automobile, et aujourd'hui c'est vrai que la chaussure je la compare souvent à une voiture en termes de conception. Il y a des similitudes. Pour les plus jeunes en fait, c'est de se dire quand vous trouvez votre voie, tout roule. Peu importe ce qu'on vous dira, parfois c'est les amis, parfois c'est la famille, les professeurs, tu n'arriveras à rien. Moi on me l'a dit plein de fois, et puis en fait non, quand vous suivez votre voie, tout se passe bien. Par rapport à Kumo Studio, la dernière collaboration en date, il faut savoir que c'est d'anciens étudiants à moi qui ont fait partie du CQP Stylisme Modéliste Chaussures, qui à l'issue de la formation se sont lancés à leur compte, ont lancé leur marque. Je me souviens en formation, ils me disaient le rêve en fait ce serait de collaborer avec moi, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà Edgar, ça y est, on se lance, parce que ça te dit toujours de collaborer avec nous. Et donc j'ai dit carrément. Donc ils m'ont envoyé des dessins. En parallèle, ils ont développé toute une collection de vêtements. Ils ont fait aussi des collaborations avec d'autres artisans, d'autres artistes. Pour la partie chaussures, du coup, ils m'ont sollicité. On s'était rencontrés une première fois en début d'année là, et on a réfléchi aux matières pour la tige, aux matières pour le semelage, et puis après rapidement ça s'est amorcé quoi. Je pense que par la suite on continuera de collaborer ensemble. On a des échanges réguliers parce que mon travail c'est de faire des prototypes, de faire du développement, et puis par la suite l'idée c'est peut-être d'industrialiser ces produits là, parce que dans le monde du luxe, lorsque encore une fois on fait du sur mesure, l'idée c'est que derrière il va y avoir qu'un seul modèle. Mais lorsqu'il y a des jeunes marques qui se lancent, parfois c'est ok pour optimiser les coûts, pour diffuser la marque. On n'est plus sur des maisons ou des marques qui vont produire en masse. Après le Covid, il y a eu un retour du savoir-faire français, un retour de la fabrication en France, mais on n'est plus sur je vais fabriquer 10 000 paires. Non, je vais faire des précommandes, et puis en fonction du nombre de précommandes, on va faire la production. L'idée de Kumo, c'est ça, c'est Kumo Studio, ils font de la précommande, que ce soit pour les pièces vêtements ou pour les chaussures. En lien avec les voitures, j'ai les projets qui arrivent dans une optique de communication. C'est on prend une voiture unique et puis on la traduit en chaussure. Voilà, avec une semelle qui va reprendre l'esthétique du pneu, le profil du pneu vraiment, parce que dans la gravure laser, je peux faire tout ce qui est possible et imaginable. La voiture, ça m'inspire beaucoup. Après, je suis un grand fan de cinéma. Je vais régulièrement au cinéma et donc je vais les citer Pathé. Il y a un partenariat avec eux qui est tissé depuis la paire Willy Wonka. C'est vrai que c'est plutôt chouette. Faire une paire de chaussures en lien avec une sortie de film. Là, le film qui va arriver, c'est Avatar, donc je pense qu'il y aura une petite paire. Un petit big up, ouais. En tout cas, si je dois vous recommander une personne à rencontrer, ce serait Jade Desbiens, qui est une amie et aussi une ancienne étudiante, qui est passée par Weston, Hermès, Louboutin, et qui aujourd'hui est à son compte. Et elle, même si elle a commencé par la customisation de sneakers depuis pas mal d'années maintenant, elle a cette appétence pour le beau. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir son travail. En tout cas, je suis ravi de vous avoir accueilli à l'atelier. C'est un vrai plaisir. Et puis j'espère que je vous ai transmis ma passion et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier, cordonnier bottier. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux, Instagram. J'ai un site internet aussi, donc www.edgarlucilla.com. Et puis après, tout récemment aussi sur TikTok. Parfois j'ai des lives où vous pouvez voir en fait comment je travaille.